webinaire auquel nous nous sommes associés avec Comité 21, et je remercie Bettina Laville d'être là, et avec la chaire ETI, et Carlos Moreno va nous rejoindre, auquel les professeurs Péluchon et Dominique Bourg ont accepté de participer, avait pour objet de réfléchir un peu sur l'utilité de la DDHU en temps de Covid, et de montrer qu'un texte qui a été élaboré il y a maintenant presque 6 ans, à une époque où on ne pensait pas du tout à la Covid, où on pensait aux pandémies possibles, mais enfin, ce n'était pas l'objet principal de notre réflexion commune. Eh bien, ce texte aujourd'hui se trouve être, enfin, c'est ce qui nous semblait en tout cas, comme porteur d'une vraie utilité dans les temps que nous traversons aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce que nous parlons de droits et de devoirs de l'humanité, et qu'ici, c'est bien l'humanité dans son ensemble qui est interpellée, dans ses droits et dans ses devoirs. C'est-à-dire qu'il y a la logique individualiste des droits qui se choque avec les droits de l'humanité à survivre dans ce cas-là de collectif. Et puis aussi parce que les deux grands sujets deux des grands sujets qui sont traités par la déclaration nous semblent au cœur du débat, c'est-à-dire d'une part la question du rapport entre l'homme et la nature, parce que même si cette pandémie a pris sa source dans une fuite de laboratoire, ce qui n'est pas tout à fait impossible, il n'en demeure pas moins que, à la base, c'est une infection due à la chauve-souris, et que le déploiement des zoonoses est bien dû à ce que nous faisons à la biodiversité, à la disparition de plus en plus grande des espaces dans lesquels les espèces sauvages pouvaient vivre tranquillement, au mélange des espèces sauvages et des espèces domestiques, et donc à la transmission des zoonoses aux humains que nous sommes. Et donc, un nouveau contrat entre la nature et l'humain apparaît vraiment comme quelque chose de tout à fait essentiel si on veut que l'un et l'autre survivent dans des conditions correctes. Et puis le deuxième grand sujet dont parleront et Carlos, quand il va nous rejoindre, est un peu différent et traite précisément de la difficulté d'articuler l'individuel et le collectif. C'est quoi les droits individuels dans des périodes comme celles que nous vivons? C'est quoi les droits collectifs? C'est quoi les devoirs individuels? C'est quoi les devoirs collectifs? Et comment est-ce qu'on articule les uns aux autres? Et il nous semble que la déclaration apporte à cet égard un certain nombre de propositions qui peuvent être intéressantes. Et donc, en ces temps où on s'écharpe sur le climat, on s'écharpe sur l'article 1er de la Constitution, mais ça, c'est très franco-français. Dans le même temps, force est de constater qu'on a un texte qui, quand même, a pris beaucoup d'ampleur, notamment au sein des collectivités publiques, notamment avec l'Association internationale des maires francophones qui en a discuté à son dernier congrès. Ce texte pourrait être vraiment porteur de quelque chose de commun pour avoir une base juridique commune de la manière dont nous pouvons évoluer. Voilà, donc. Merci Corinne, bonjour à tous. Je suis ravie effectivement d'associer le comité 21 à nos travaux de ce soir. Je suis aussi ravie de trouver une occasion nouvelle de parler de la DDHU, étant donné le plaisir que j'avais pris à être dans le groupe qui, autour de Corinne, avait finalement travaillé et défini les principes et les articles de cette déclaration. Alors, puisque j'ai le plaisir d'intervenir en premier et que je connais la qualité des intervenants, je vais être assez rapide. Cependant, je voudrais d'abord dire que moi, ce qui m'a toujours frappé dans la déclaration, c'est que la vie, alors avec un grand V ou pas, je ne sais pas, mais la vie, le vital,
était beaucoup plus prise en compte dans cette déclaration que dans tous les autres textes internationaux. Et depuis un certain temps que je pratique les conférences internationales et celles de biodiversité et climat, je connais assez bien tous les préambules, tous les considérants et tous les articles. Et bien entendu, il y a toujours un grand salut à la vie, à la continuité de la vie et au caractère fondamental de la vie dans toutes ces conférences. Mais si j'ose dire, à la manière onusienne, c'est-à-dire sous forme de compromis, et il faut les continuer, mais pas forcément sous la forme finalement que nous avions espéré. Moi, j'étais la négociatrice française de la conférence de Rio en 92, et nous avions espéré en fait une déclaration pour la planète beaucoup plus intense, si j'ose dire, et beaucoup pleine de sens que ce qu'a été la déclaration de Rio après. Au fur et à mesure, évidemment, la spécialisation, la scientifisation, la technocratisation des sujets ont fait que le respect de la vie était certes mentionné, mais n'était pas au centre des textes. Bien entendu, c'était au nom de, mais pas vraiment au centre. Et là, au contraire, dans cette déclaration, moi, ce qui m'a toujours beaucoup attiré, c'est que nous avons fait j'espère, un ensemble cohérent autour de la primauté de la vie. Et je voudrais l'illustrer finalement avec 4 exemples sur cette déclaration. D'abord, en fait, le deuxième considérant du préambule qui dit « Constatant que l'extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation pour l'humanité entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux droits et devoirs. » Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, tout simplement parce qu'on affirme, en fait, dans ce préambule, que les droits qui sont beaucoup issus des révolutions américaines et de la Révolution française, puis de toute la vague des droits sociaux d'après la Seconde Guerre mondiale, ne sont plus suffisants parce que les risques ont changé de nature et qu'aujourd'hui, les risques impactent tout aussi bien l'homme que la planète. Et quand l'intérêt de cette déclaration, en fait, c'est de mêler intimement les interactions entre l'homme et la planète. Finalement, on aurait pu dire que c'était une déclaration sur la biosphère, en fait. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Or, pendant cette pandémie, on voit parfaitement que les droits habituels, lorsqu'on a la chance qu'ils soient reconnus et appliqués, et que les devoirs, eh bien, ou sont obsolètes lorsqu'ils sont dans les textes d'aujourd'hui, ou bien sont interrogés, sont mis en question, voire malmenés. On connaît évidemment toutes les interrogations sur les libertés publiques et le confinement. On connaît aussi toutes les interrogations médicales qui vont jusqu'à ce mot horrible qui est justement le contraire du respect de la vie, c'est-à-dire le tri. On peut également évoquer par rapport à cette premier considérant de ce préambule, au-delà de nouveaux droits et devoirs, en fait, du devoir de préserver la vie tout entière, c'est-à-dire qu'à partir ou d'une zoonose ou bien, comme l'a évoqué Corinne, d'interaction entre des laboratoires super sophistiqués et puis une contamination par rapport à la nature, ça reste quand même, il faut bien le dire, une grande interrogation, eh bien, à partir de ces deux grandes interrogations qui vont faire le quotidien du XXIe siècle, est-ce que nous sommes armés pour y répondre autrement finalement que par les deux grandes réponses, c'est-à-dire la réponse des pays qui ne sont pas démocratiques, c'est-à-dire l'enfermement, et des pays qui sont démocratiques, c'est-à-dire le balbutiement. Et ça, je trouve que véritablement, c'est un champ d'interrogation et que ce deuxième alinéa du préambule pose tout de suite le problème. L'article 1, sur lequel je voudrais parfaitement insister, me paraît aujourd'hui d'une actualité énorme. Je le relis. Le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité
intragénérationnelle et intergénérationnelle exige de la famille humaine, et notamment des États, d'œuvrer de manière commune et différenciée à la sauvegarde et à la préservation de l'humanité et de la Terre. Alors, il y a évidemment le fameux clin d'œil commune et différencié, qui est évidemment le clin d'œil à toutes les négociations sur le climat. Et nous disons là aux pays en voie de développement que nous savons bien entendu que nos responsabilités sont différenciées. Mais nous osons, un peu comme pendant la conférence de Stockholm, qui était une conférence plus spirituelle qu'ont pu être les autres conférences ensuite, eh bien, nous osons parler de famille humaine. La famille humaine, ce n'est pas la communauté internationale, même si Hubert Vétrine déteste ce mot. La communauté internationale est quand même aujourd'hui un terme sur lequel reposent toutes les négociations internationales. Nous nous employons ce mot de famille humaine, et je dois dire que ce mot de famille humaine est particulièrement actif, particulièrement éloquent pendant la pandémie. Pourquoi? Eh bien, le confinement, l'enfermement nous fait nous réfugier dans la famille. Il y a évidemment un moment où on retrouve la joie de la famille ou bien le désespoir d'absence de famille, parce que, bien entendu, pour ceux qui n'en ont pas, les deux sont réels. Deuxièmement, nous voyons bien que nous sommes une famille humaine, tout simplement parce que nous sommes tous, même si c'est un peu moins, un peu plus, pas au même moment, etc., atteints par cette pandémie. Même les îles sont atteintes par la pandémie. Parfois les îles plus, lorsqu'elles sont atteintes plus que d'autres territoires, et que par conséquent, nous vivons en ce moment ce vertigineux événement d'être atteints au même moment. Mais surtout dans cet article, il y a, au-delà de ce que l'on dit toujours sur les générations futures, il y a la solidarité, l'équité, la responsabilité intragénérationnelle et intergénérationnelle. Et je pense que c'est beaucoup plus fort que ce que disait le rapport Brundtland, et puis ensuite les principes de Rio, c'est-à-dire tout ce qui est génération présente et génération future. C'est cet inter qui est très important. Et on voit bien qu'au-delà de ce mot, qui est un mot finalement avec celui de famille optimiste, comment dirais-je, oui, c'est ça, très, très plein d'espoir, nous avons de très graves problèmes dessous. On voit parfaitement que les interrogations qui se sont passées, est-ce qu'on doit soigner et sauver les personnes âgées, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut privilégier les jeunes? Est-ce qu'on est en train de sacrifier les jeunes? Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de sacrifier les générations du milieu, si j'ose dire, qui doivent aider à protéger les générations âgées, aider à soutenir et à élever les générations jeunes, et en même temps à travailler et à, entre guillemets, assurer tout en étant confinés, etc., etc. Il y a tous ces principes, finalement, enfin, ce principe d'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle, quand on l'écrit, ça va de soi. Mais en fait, quand on l'applique dans une situation de risque et de pandémie, ça ne va pas du tout de soi. Et moi, j'ai été assez frappée par le fait que finalement, on a posé à un moment donné des questions qu'il eût été impensable de se poser dans la sphère publique 2-3 années avant, c'est-à-dire finalement qui on sacrifie. Et alors, bien entendu, c'est une question qui se pose tous les jours en temps de guerre. Mais il faut quand même insister là-dessus, et je crois que cet article 1 est une protection juridique contre une extension trop grande et, je dirais, trop cynique peut-être, à ce genre de questions. L'article 3 aussi, qui parle du principe de continuité de l'existence de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que je me souviens, Corinne, nous l'avions beaucoup travaillé, ce principe, parce que, en fait, c'est la première fois qu'il apparaît de cette manière dans un texte juridique, tout simplement parce que la continuité de l'existence de l'humanité, ça va là aussi beaucoup plus loin que les générations futures. Et c'est exactement ce qui se pose en ce moment, au-delà de la pandémie d'ailleurs. La continuité de l'humanité, ça veut dire, si nous avions une pandémie contre laquelle il n'y a pas de vaccin, par exemple,
que resterait-il à terme de l'humanité? Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup préserver de l'humanité? La continuité de l'humanité, ça veut dire aussi la continuité générationnelle, ça nous renvoie à l'article 1. La continuité de l'existence de l'humanité, ça revient à tout problème démographique que jamais on évoque dans les problèmes climatiques, parce que sans ça, la moitié de la salle sort de l'Assemblée générale de l'ONU, alors que c'est un problème tout à fait important et qui se pose, je veux dire, qui ne se pose pas, qui est posé de facto dans une pandémie où il y a une morbidité tout à fait importante. Et donc, en fait, cet article 2 qui avait l'air de reprendre la thématique des générations de futures va beaucoup plus loin. Elle va beaucoup plus loin parce que, en fait, elle pose, et nous revenons au grand principe de vie, des questions qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait naturelles, comme la comorbidité. Pourquoi emploie-t-on comorbidité au lieu de covitalité, par exemple? Et ça, c'est, je trouve, une interrogation que nous devrions nous poser. Pourquoi finalement toute ce drame que nous vivons, parfois à titre personnel, en tout cas à titre collectif, est posé dans l'accablement d'une civilisation qui va mal, et on comprend très bien pourquoi on la pose de cette façon, et pourquoi ne pose-t-on pas la pandémie comme comment dirais-je, comme une lucidité dramatique, si j'ose dire, et comme une occasion de revoir l'avenir tout à fait autrement. Enfin, j'en finirai par là, l'article 14, et ça c'est extrêmement important parce que l'article 14 dit « Les générations présentes ont le devoir d'orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l'espèce humaine et des autres espèces ». Là, je crois que c'est véritablement non pas la remise en cause du progrès, comme le disent ceux qui n'aiment pas les écologistes, mais la remise en cause du sens du progrès. Et s'il y avait une illustration de cette remise en cause du sens du progrès, eh bien, ça serait évidemment la manière dont a été fabriqué ou pas le vaccin, la manière dont il a été distribué ou pas, et la manière dont les pays pauvres en sont, et là je ne dis pas ou pas, privés. Et donc ça, si vous voulez, c'est véritablement, moi j'ai signé cet appel qui consiste à faire du vaccin un bien public mondial, et je pense que cet article nous renvoie sur la notion d'articulation nécessaire entre le progrès scientifique et le bien public mondial, pas simplement pour les plus vulnérables, pas simplement pour les personnes fragiles, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour que les personnes humaines puissent ou commencer bien leur vie, ou faire leur vie, ou bien la terminer. Et ça, je pense que c'est véritablement quelque chose qui devra être, alors je ne sais pas si on peut parler du monde d'après, comme on en a parlé au premier confinement, mais c'est quelque chose qui devra être remis sur la table. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur l'intérêt de relire cette déclaration pendant la pandémie. Et je voudrais terminer en disant que cette fameuse réflexion sur ce qui était essentiel ou pas essentiel, eh bien, je crois que la notion d'essentiel comme la notion de vie avait été totalement éclairée par la Déclaration des droits de l'humanité et qu'il faudrait vraiment que nous continuions à la faire vivre dans les sphères décisionnelles. La Déclaration universelle des droits de l'humanité complète la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais elle opère un changement au niveau du fondement des droits qui ne repose plus sur l'agent moral individuel, mais sur un sujet relationnel qui reconnaît ce qui le lie aux générations passées, présentes, futures, et qui reconnaît aussi sa dépendance à l'égard des écosystèmes et des autres vivants. Donc, cette évolution sur le plan du droit, du fondement du droit, pardon, est absolument essentielle et correspond à une anthropologie philosophique nouvelle que je vais donc essayer de développer rapidement après avoir donc montré les liens, la continuité et donc la rupture entre les droits de l'homme et cette déclaration. Puis je terminerai dans la
troisième partie, par le fait que cette évolution, justement, suppose de partir de l'humain pour justement protéger les autres qu'humains. Et donc, ça correspond à l'humanisme, à un humanisme rénové. Donc, première partie, si vous voulez, pourquoi quel est le lien entre la Déclaration des droits de l'homme et cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Eh bien, et pourquoi justement, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut plus défendre les droits de l'homme et les principes de liberté, les idéaux même des Lumières passées, hein, la paix, la justice sociale, si on ne défend pas justement les conditions de notre existence et même celles des autres vivants. Alors de même donc que les droits sociaux rendent possible l'exercice par les individus de leur citoyenneté et la jouissance de leur liberté, de même le droit à jouir d'un environnement sain et la préservation des biens communs, en particulier l'air et l'eau, et ainsi que l'accès aux ressources, sont les conditions de possibilité des droits de l'homme. Et cela vient du fait qu'on prend conscience des effets globaux du changement climatique et de la perte de la biodiversité, de la dégradation des terres et des océans, qui constituent, je cite donc le préambule de cette déclaration universelle, des violations des droits fondamentaux des êtres humains, parce qu'ils compromettent notre vie, menacent la santé et engendrent ou peuvent engendrer des conflits et des guerres. Enfin, il ne faut jamais oublier que les dépenses qui vont s'imposer dans un avenir proche pour faire face à la pollution et aux événements climatiques extrêmes grèveront le budget des États et donc diminueront les ressources allouées aux droits sociaux. Donc les menaces globales que ces phénomènes représentent, tant pour la survie des individus de l'humanité que pour la préservation du patrimoine naturel et culturel et des institutions qui garantissent la justice sociale, eh bien tout cela rend nécessaire l'affirmation d'un nouveau droit existentiel qui donc, dans la continuité des droits de l'homme, vise à protéger les humains et la planète. Donc il y a vraiment aussi, il y a quand même une rupture malgré tout, malgré cette continuité entre la déclaration de 2015 et les précédentes, il y a quand même une rupture qui concerne le fondement du droit et qui correspond à cette prise de conscience des aberrations de notre modèle de développement qui entraîne des contre-productivités sanitaires, environnementales, sociales. Et les piliers de la transition écologique sont inséparables. Elles ne concernent pas seulement la réduction du réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, mais elles concernent la santé, la justice et le rapport aux animaux sauvages, dont ça a été dit, nos interactions aberrantes avec eux entraînent des zoonoses qui sont catastrophiques sur tous les plans. Donc là, il y a une rupture par rapport au fondement individualiste des droits de l'homme, et ce fondement individualiste, c'est-à-dire cette fondation des droits de l'homme sur l'agent moral individuel dont la seule limite à son droit d'user et d'abuser de tout ce qui est bon pour sa conservation, la seule limite à ce droit, elle est fixée par l'autre contemporain, hein, par l'autre humain et même l'autre son concitoyen, comme le dispose l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, à ce fondement individualiste des droits de l'homme, eh bien, on substitue un fondement différent, c'est un humain qui est pris justement comme étant toujours incarné, comme vivant, comme habitant quelque part et cohabitant avec les autres vivants, et surtout comme ayant toujours un impact en raison en particulier de ses modes de vie, de son poids démographique, de ses technologies. Eh bien cet humain-là, il a un impact considérable non seulement sur ses contemporains, mais aussi sur les générations futures, ainsi que sur des êtres qui ne sont pas encore nés ou dont il ne voit pas le visage. Donc, et cette déclaration universelle des droits de l'humanité prend conscience du changement, du fait que notre responsabilité, elle a changé. La structure de notre responsabilité à l'ère anthropocène, mais aussi en raison de nos technologies et de la mondialisation, puisque nous pouvons, sans le vouloir, causer des dommages à d'autres êtres qui habitent loin de chez nous, quand on achète un jean ou autre, mais que la fermeture éclair est faite dans un atelier de misère à l'autre bout de la planète, eh bien nous avons un impact, sans le vouloir, un impact négatif sur ces êtres, et donc la structure de notre responsabilité a changé, et cette déclaration atteste ce changement-là. Et donc, pour pallier les lacunes des anciennes déclarations des droits de l'homme et les adapter au contexte actuel, mais aussi à cette prise de conscience eh bien, de notre responsabilité hyperbolique, eh bien, la Déclaration universelle des droits de l'humanité a été rédigée et ses principes de responsabilité, d'équité
et de solidarité intragénérationnelle, intergénérationnelle et interspécifique fournissent des repères pour penser la justice à l'ère de la mondialisation, du réchauffement climatique et voilà. Donc, et ce qui est important, c'est que les principes cardinaux, responsabilité, dignité, continuité, non-discrimination, ne dérivent pas d'une idée abstraite de l'homme, ni d'une morale compassionnelle, mais de la connaissance des conséquences de nos modes de vie et aussi d'une anthropologie nouvelle. Donc, c'est mon deuxième point. Alors, effectivement, on a ici cette déclaration vraiment est fondée sur une conception de l'humain, l'anthropologie, qui prend la mesure de la condition terrestre et charnelle de l'humain. Au lieu de penser l'homme comme simplement à la lumière de la liberté, et de penser la liberté comme capacité à faire des choix et en changer, au lieu de penser la nature comme un décor de l'histoire, comme étant un simple environnement extérieur à nos vies, eh bien, on prend l'humain en tant qu'il habite quelque part et donc cohabite toujours avec les êtres, en tant qu'il utilise donc des ressources, en tant qu'il est toujours lié aux autres humains et non humains. Et cette prise en compte de la condition charnelle et terrestre du sujet, eh bien, bouleverse complètement les finalités du politique qui ne peut plus se borner à la sécurité entre nous, à la coexistence de libertés rivales, ni même à la réduction des inégalités iniques. Donc on est vraiment là, et d'une certaine manière, la protection de la biosphère, la justice envers les générations futures, la prise en compte des autres vivants, des animaux et des autres espèces, eh bien, ne s'ajoutent pas, ce ne sont pas des finalités du politique qui s'ajoutent comme des wagons aux droits de l'homme, à la défense, la liberté, mais font partie de nous, ils sont au cœur de nos existences puisque nous ne sommes jamais seuls. L'humain n'est plus un empire dans un empire, mais il appartient à une communauté plus large, sans se confondre avec les autres vivants. Néanmoins, il est un habitant de la Terre et il a cette communauté de destin, notamment avec les autres vivants faits de chair et de sang et qui sont également vulnérables. Et la pandémie atteste ce lien entre nous et les animaux. Alors donc ça, c'est vraiment fondamental et on voit que cette déclaration, qui n'est d'ailleurs pas anthropocentrique, puisque l'article 5 dispose bien que l'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable, mais cette déclaration, elle a comme caractère aussi de reposer sur une liberté qui est modifiée de l'intérieur par la conscience de notre responsabilité, une liberté investie, et ce faisant, l'articulation entre la liberté et la responsabilité, les droits et les devoirs est beaucoup plus claire que dans les droits de l'homme qui souvent ont été accusés, souvent d'ailleurs juste pour des raisons un petit peu polémiques, les droits de l'homme ont souvent été accusés d'encourager ou de conforter l'individualisme. Or là, on a vraiment une déclaration qui repose sur une conception de l'humain qui n'est jamais seul et qui justement dont la liberté est toujours associée à celle des autres, qui n'est pas seulement une capacité à faire des choix et en changer, et extérieurement le politique viendrait la limiter quand on crée seulement un dommage à celui dont on voit le visage et qui est dans une situation de symétrie avec nous puisqu'il est aussi une personne. Là, l'asymétrie d'une certaine manière est au cœur des droits et des devoirs, et ça c'est assez nouveau. Alors pour conclure, eh bien, je dirais que ce qui est très important, c'est de voir que, contrairement à beaucoup de courants écologistes qui pourraient faire croire qu'on commence à protéger la nature, les autres espèces et même la santé de l'humain en imposant des normes ou des impératifs écologiques de l'extérieur, eh bien ici, c'est en partant de l'humain, d'une conception de l'humain qui finalement gomme cette
vision un petit peu étroite qu'on avait de l'autonomie, de la liberté comme étant une liberté un peu séparée de celle des autres, ou rivale, eh bien, c'est en modifiant la conception que nous avons de l'humain, en rénovant donc l'humanisme, que l'on peut justement répondre aux défis écologiques, sociaux, politiques même, qui sont les nôtres dans le contexte actuel. Donc, on peut tout à fait poursuivre l'œuvre émancipatrice des Lumières passées et des philosophies de la liberté qui sont au cœur des droits de l'homme dans les déclarations passées. On peut tout à fait poursuivre cette œuvre émancipatrice, mais en articulant l'exigence de liberté, de justice, d'autonomie, à une réflexion sur la responsabilité de l'humanité et de chacun à l'égard des générations futures, des autres peuples, des autres espèces. Et encore une fois, on le fait en partant de l'humain. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accorder une personnalité juridique à certaines entités autres qu'humaines, pour les soustraire à une exploitation abusive et préserver le patrimoine culturel de populations indigènes, comme ça a été le cas pour des fleuves en Nouvelle-Zélande en 2017. C'est tout à fait intéressant, cette créativité du droit. Néanmoins, si on ne modifie pas en profondeur la conception que nous avons de nous-mêmes et de notre interdépendance entre nous, mais aussi notre dépendance à l'égard des autres vivants, si nous ne travaillons pas en profondeur sur la condition humaine, eh bien, et qu'on ne traduit pas cela dans l'éthique et le droit, eh bien, la personnalité juridique comme ça déclarée et accordée à d'autres entités non humaines ne changera pas du tout nos usages des choses. Et ce qui est très important, c'est justement de voir que la Déclaration universelle des droits de l'homme est l'expression au niveau normatif, au niveau du fondement du droit ou du droit d'un projet qui, selon moi, relève vraiment de nouvelles lumières, puisqu'il pourrait donner une armature conceptuelle à justement un projet qui consiste à prendre ce qu'il y a de meilleur dans notre héritage pour renforcer la liberté, la justice, permettre justement de continuer à vivre bien avec les autres dans des institutions justes, pour parler comme Ricoeur, mais en prenant la mesure non seulement des défis liés à notre démographie, à nos modes de vie, à nos technologies, mais aussi, encore plus profondément, en prenant la mesure du sens de l'existence et du sens d'un existant qui n'est jamais un empire dans un empire. Et bien sûr qu'il a fallu, pour accorder une égale dignité à chaque personne et fonder l'état de droit en séparant la religion et la politique, il a fallu forger cette fiction théorique d'un individu pris abstraction faite de ses appartenances, et cela a donné lieu aux droits de l'homme auxquels nous devons beaucoup, mais on avait gommé, ce faisant, cette condition qui nous rapproche des autres vivants et fondée, comme le disait Lévi-Strauss en anthropologie structurale, un humanisme, on l'avait fondé sur l'amour-propre, parce que cette séparation radicale de l'humain avec les autres vivants comportait en son sein les germes de la discrimination à l'égard des autres humains, puisqu'on ne reconnaîtrait la dignité qu'à une infime partie des autres humains, à partir du moment justement où on avait ce dualisme nature-culture et cette fondation très élitiste finalement de l'éthique sur la possession du logos, ou qu'on avait érigé finalement en modèle universel, ce qui n'était qu'une petite partie de l'humanité. Donc du coup, là justement, on a vraiment avec cette déclaration un outil fondamental pour revoir de fond en comble pas seulement le droit, mais aussi les finalités du politique et la manière dont on confère un statut moral et des limites, qu'on assigne des limites à notre droit Bonjour, bonjour Corinne Augaré et bonjour Dominique, et merci à la traductrice, parce que je pense que ça s'est fait en même temps en anglais. Et donc, je suis un plaisir d'être avec vous. Et donc, bonjour, je pense qu'Emilia doit être quelque part par là, donc je la salue aussi. Voilà. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Merci Corinne Peluchon pour cette magnifique exposé. Oui, il y a Bettina qui est là aussi, je te salue Bettina. Et donc, je suis très heureux d'être là parce que les sujets globaux donc, de cette conférence, c'est
une réponse juridique adaptée au problème de la Covid-19, mais concernant, je ne suis absolument pas juriste, donc je ne vais surtout pas m'aventurer sur un domaine dans lequel je ne suis pas du tout compétent. Je suis très heureux de partager aujourd'hui avec vous, car la chaire ETI est partenaire de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Avec donc Corinne Lepage, on a pris une politique de collaboration qui nous amène donc à imaginer au moins une conférence comme celle-ci de manière régulière et échanger en dehors d'être en conseil d'administration. Et donc, si la chaire ETI s'est intéressée et collabore avec la Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est parce que dans nos travaux, nous sommes donc commus par ce que Corinne Pelluchon évoquait tout à l'heure, ce besoin de mettre donc l'humanité au cœur de nos actions. Nous sommes une chaire qui travaille sur des problématiques territoriales, sur des problématiques de création des valeurs, et depuis le début, avec les professeurs Mohamed Younous, donc notre cher ami et président honoraire de notre conseil scientifique, on a épousé sa conceptualisation du triple zéro, donc zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion, comme baseline de notre chaire que nous avons donc tourné sous la forme donc créer de la valeur écologique, économique et sociale dans nos territoires, en mettant donc au cœur les citoyens, l'humain. Je ne vais pas être trop long parce que ce qu'on a convenu avec Corinne, c'est surtout d'être à l'introduction de mon ami, je salue donc Dominique Bourg qui va parler donc sur ces sujets que Corinne nous a donnés, les nouveaux rapports aux droits et devoirs individuels et droits et devoirs collectifs à l'époque du Covid. Ok, alors voilà, moi je voudrais partir déjà d'un constat, si vous voulez, c'est que la modernité a peiné à penser deux choses, et évidemment elles sont connexes, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Elle a peiné à penser la vie. C'est-à-dire si on voit la grande tendance aristotélicienne, c'était de ramener la physique à la biologie, et nous avons fait l'inverse, les modernes. Nous avons voulu ramener la biologie à la physique. Et en fait, on ne s'est même pas occupé de définir la vie. C'est assez fou. Je renvoie à la grosse étude de Pichot sur le sujet. Donc, le propre de la modernité, c'est d'être incapable de penser la vie. Et d'ailleurs, elle l'a montré puisqu'elle est en train de la détruire à une vitesse grand V. C'est assez étonnant quand on voit ce qui se passe sur le plan du vivant, des populations autres qu'humaines, et puis de la diversité des espèces. Et en même temps, l'autre difficulté qui caractérise la modernité, c'est la difficulté à penser autre chose que l'individu, à penser le collectif, à penser la relation. Évidemment, les deux sont inséparables. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'origine de ces deux difficultés à penser aussi bien la vie, le vivant d'un côté que le collectif et la relation, ou on pourrait dire le primat de la relation de l'autre, eh bien, c'est l'avènement de la science moderne, c'est l'avènement, c'est la Renaissance, puisque il suffit de penser à Lucrèce, au Démocrite, mais c'est l'affirmation du mécanisme, du mécanisme moderne. Effectivement, souvenez-vous, Descartes, la nature n'est pas une déesse, ce n'est que de la matière. Et la matière, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait un agrégat de particules extérieures les unes aux autres, sans aucune intériorité, sans sensibilité, évidemment sans pensée, a fortiori, sans capacité de promettre, etc. Et évidemment, c'est l'ensemble de la nature. Les animaux-machines, ce n'est pas une théorie fantasque. C'est la conséquence directe, immédiate, de l'affirmation de la nature particulière, si j'ose dire, atomique, de la nature elle-même. Et on le voit très bien, alors sur le plan, je reviens 2 secondes à la question de l'impossibilité de penser la relation. Si on regarde ce qu'était la liberté chez les Grecs, c'est la cité qui conditionne la liberté. Sans cité, il n'y a pas de liberté. Soit on est un dieu, soit on est un esclave. Dans les deux cas, c'est peut-être plus enviable dans un cas que dans l'autre, mais enfin, en tout cas, très peu désirable de notre côté, aussi bien l'un que l'autre, ou alors on est un monstre, ce qui n'est pas mieux. Et en fait, c'est un coup de force énorme, et Hobbes pense la liberté justement en fonction de cet individualisme particulier, élémentaire, tel que nous l'a imposé la physique moderne. Donc il pense un individu hors sol, hors société, absolu au sens propre, c'est-à-dire délié de tout.
Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on est à l'opposé de la définition entre la cité, l'articulation cité-liberté pour les Grecs, la cité étant la condition de la liberté. Là, au contraire, en fait, toute entrave à une individualité, pensée, on pourrait presque dire de façon infantile, est une entrave à ma liberté. Et donc, évidemment, à partir de là, c'est plus possible de penser quelque chose comme un collectif, ou alors on ne peut le penser que sous la manière coercitive, et on connaît la suite. Et donc, en fait, ça, ce sont nos fonds baptismaux, si vous voulez, en quelque sorte, nos fondements. Et pour ma part, je vois dans la Déclaration des droits de l'humanité, justement, une reconstruction à la fois ontologique, symbolique, anthropologique, qui est absolument nécessaire pour réenchasser, sans évidemment les détruire, les droits humains antérieurs. C'est un véritable redémarrage. Et effectivement, c'est un texte qui est très fécond et dont je vais essayer de montrer la fécondité avec les questions, si vous voulez, environnementales. Alors, pour revenir à la question de la Covid, pour moi, la Covid, ce n'est pas qu'un problème sanitaire, c'est une des, peut-être, l'illustration la plus emblématique, en tout cas celle qui entrave nos libertés de la manière la plus évidente, c'est l'illustration du fait que nous sommes entrés dans la deuxième phase de l'Anthropocène. La première phase de l'Anthropocène, c'est les trompettes d'Aïda, on est très content, on dépasse toutes les limites planétaires, on affirme notre puissance, etc. Et la deuxième phase, je dirais qu'en gros, on pourrait la faire commencer en 2018. C'est l'année où les dérèglements climatiques deviennent accessibles à nos sens. C'est l'année à partir de laquelle on voit croître la mobilisation des citoyens sur la question du climat, notamment de la jeunesse. Et la Covid est l'expression absolue de ce qui caractérise la seconde phase de l'Anthropocène, c'est-à-dire les effets boomerang des destructions antérieures. Des 7 décennies, grosso modo, des destructions antérieures. Et que l'on adopte l'explication d'une fuite du labo de Wuhan, petite parenthèse, il y a un aspect qui rend cette hypothèse tout sauf absurde, bon, on ne peut pas la confirmer, mais en tout cas, elle n'est absolument pas absurde, puisque la Chine, et notamment ce labo, est un des labos qui était connu au monde pour faire, j'ai perdu l'expression biologique pour désigner ça, mais les Chinois sont très forts dans le fait d'activer, d'accélérer les mutations virales pour essayer de voir les souches dangereuses que ça pourrait dégager. Évidemment, ils travaillent beaucoup avec le coronavirus, et là, ils ont vraiment réussi leur coup. C'était peut-être pas forcément volontaire, mais là, ils ont dégagé des cochonneries, et Carlos va nous rappeler que ce n'est pas fini, qu'effectivement, ils ont mis dans la nature une petite bête qui a apparemment une faculté de mutation extrêmement rapide, et comme elle s'est diffusée au sein de l'humanité en quasi-totalité, et bien sûr, les conditions de sa mutation sont absolument optimales. Alors, revenons à nos droits humains. Ce qui est assez remarquable, c'est que assez rapidement, celle des libertés qui est mise le plus en avant. Et d'ailleurs, me semble-t-il, puisqu'on a des juristes là, ils me le confirmeront, ils m'infirmeront, mais il semblerait que le Conseil d'État, jusqu'alors, était extrêmement sourcilieux en ce qui concerne la liberté de commerce, et qui est effectivement généalogiquement celle sur laquelle on débouche. N'oubliez pas que la Révolution française, c'est quand même une histoire de bourgeois, donc de commerçants. Ce n'est pas très étonnant qu'on va déboucher sur la sacralisation de la liberté de commerce. Et donc, on la considère comme une sorte d'absolu. En tout cas, on ne la pondère pas avec les autres, c'est celle qu'on met en avant. Si on regarde tout ce qui s'est passé en termes de risques au cours du XIXe siècle, la chose est assez claire. Elle a très bien été montrée par Jean-Baptiste Fressoz. On a vraiment, et ça ferait plaisir à Donald Trump, on a vraiment endossé une culture de risque. Et on a, comment dire, on a réduit toutes les possibilités, en fait, de contenir les risques. Le pari était très clair, c'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre des risques industriellement, mais ces risques ont pour objet l'enrichissement général. Donc, de toute façon, les bénéfices l'emporteront sur des dégâts qui seront, imaginez-t-on, toujours sectoriels. Donc, on a cette liberté de commerce portée en absolu, et on la retrouve, encore une fois, dans l'alinéa 5 de l'article 3 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, où là encore, en fait, eh bien, la limite à l'action climatique, c'est l'entrave au commerce. Le commerce international est plus important que le climat.
c'est sympa les mesures pour préserver le climat, mais à une condition, que ça n'entrave pas le commerce international. On voit bien qu'on est dans une lignée qui est une lignée puissante et qui est une lignée très très forte. Alors, deuxième aspect et alors moins dans les textes juridiques, mais en tout cas philosophiquement, c'était très important. Et là, je renvoie, en tant que lausannois, je ne peux pas ne pas vous parler de Benjamin Constant et son fameux discours de 1819 sur la liberté des anciens et des modernes. En fait, ce qui est sacralisé par les modernes, c'est la liberté de décider de nos modes de vie. C'est la liberté fondamentale pour les modernes. C'est en fait la fin de la construction sociale moderne, c'est de permettre à chacun de déterminer son mode de vie. Et en fait, là encore, de même qu'effectivement, on va revenir les questions environnementales et sanitaires, mais on l'a vu, c'est un aspect du même problème. Dans les deux cas, qu'on ait le labo d'Uran ou qu'on ait le schème classique de l'augmentation des zoonoses, que de toute façon reste tout à fait exact par ailleurs, on a affaire à deux perturbations tropiques. Et d'ailleurs, en fait, elles se cumulent et évidemment, elles ne s'opposent pas. Eh bien, évidemment, ce que les questions écologiques remettent notamment en cause, bien sûr, c'est la liberté absolue de commerce. Alors, d'autant que n'oublions pas, le commerce tel qu'on pratique depuis plusieurs décennies est très différent de ce qui était pratiqué historiquement dans l'histoire de l'humanité. Souvenez-vous de Ricardo. En gros, on commerce sur quoi on ne sait pas produire, en tout cas ce qu'on sait très mal produire. On va essentiellement commercer sur ce qu'on ne sait pas produire. En revanche, non, le commerce contemporain, ça consiste à considérer que la Terre est plate, que les distances, à faire plaisir aux platistes, que les distances n'existent pas et qu'on peut mettre en concurrence 7 à 8 milliards d'individus les uns avec les autres parce qu'il n'y a pas de problème d'énergie, l'énergie va effacer les distances et on peut avoir une concurrence pure et parfaite à 8 milliards d'individus. Imaginez pour un libéral, c'est carrément l'orgasme. Donc, et là, évidemment, cette liberté de déterminer nos modes de vie, c'est précisément ce contre quoi, évidemment, bien sûr, l'écologie s'érige. Et dans les deux cas, elle s'érige de façon classique, d'ailleurs, au nom du principe de non-nuisance. Que ce soit la liberté de commerce absolue, à partir du moment où je considère effectivement la Terre comme un pur espace de concurrence, je rentre évidemment en contradiction directe avec les différentes finitudes du système Terre et nous connaissons la suite. De même, si je reviens à mes histoires de mode de vie, vous le savez, nos problèmes écologiques sont essentiellement des problèmes de revenus et de richesse. Je vous rappelle ce chiffre d'Oxfam que tout le monde connaît, les 10% les plus riches sur Terre, ça arrondit légèrement, eh bien, émettent à eux seuls la moitié des gaz à effet de serre et la moitié de la population la plus pauvre n'émet que 10% des gaz à effet de serre. Si vous regardez les flux de matière, c'est pareil. En gros, un Africain, c'est 5 tonnes par an. Enfin, donc, c'est les flux de matière induits. C'est évidemment pas ce qu'il va mettre dans son caddie. Et puis, pour un Européen, c'est entre 15 et 20. Et pour un Américain, c'est entre 20 et 25 tonnes. À chaque fois, en dehors de la démographie, qui est un autre aspect et qui a son importance aussi, mais en dehors de la démographie, il est clair que les flux de matière et les flux d'énergie qui détruisent l'habitabilité de la Terre, et aujourd'hui, on se rend compte en un sens propre, je vous rappelle que nous serons très probablement à 2 degrés au seuil de la décennie 2040. 2 degrés, ça veut déjà dire que vous avez des jours ou des semaines dans toute la ceinture tropicale où vous avez une accumulation de chaleur et d'humidité qui empêche la régulation thermique corporelle. La chaleur s'accumule dans le corps en une dizaine de minutes et en une dizaine de minutes, on dépasse les 41 degrés, vous connaissez la suite. Donc, ce principe de non-nuisance, là, il est, si vous voulez, il est vraiment d'application frontale. Et quand vous voyez que dans 20 ans, on est dans cette situation, c'est quand même complètement hallucinant. Et que je vous rappelle que depuis que les COP existent, depuis la signature de la Convention cadre, pour être plus rapide, en 92, vous savez très bien que les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale n'ont cessé d'augmenter. La petite parenthèse est celle de la Covid 2020 et encore une baisse en fait extrêmement modeste. Donc, on a là cette contradiction frontale. Or, c'est là évidemment qu'intervient la question de l'humanité, parce que l'humanité, la déclaration, c'est une sorte. Alors, je trouve ça intéressant, mais c'est pas du tout. Justement, c'est ça qui est important. C'est pas une entité que l'on déduit, sinon c'est mort, c'est foutu. On revient au fondement de la modernité.
c'est une entité qu'on reconnaît, et c'est une entité qui a pour caractéristique de non seulement évidemment dépasser les individus. En fait, si nous sommes humains, c'est parce que nous pouvons appartenir à l'humanité, donc elle nous précède, mais ce qui est très important, c'est qu'elle inclut aussi bien les individus du futur, s'il en est encore, des individus humains, et que les individus du passé. Elle est évidemment totalement transgénérationnelle. Et donc, et évidemment, c'est cette entité, je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est l'humanité ainsi comprise, qui peut donner le cadre, qui peut permettre de pondérer et de réduire à la portion congrue, voire à les annihiler, les excès dus à la compréhension moderne de la liberté. Et chaque fois qu'on va vouloir, comment dire, mettre sur pied une mesure écologique, alors moi il y en a une qui m'est très chère, comme vous le savez, c'est la question des quotas. Donc ça, d'un point de vue moderne et libéral, c'est vraiment l'horreur, hein, puisque nous aurions chacun, si vous voulez, un quota d'unités de charge écologique pour les achats courants équivalents. Il n'y a pas de raison que les uns aient un droit de détruire plus important que les autres. Et donc, effectivement, un quota fini. Et là, évidemment, si on appliquait ce genre de mesures, vous imaginez bien que c'est, sur une dizaine d'années, un changement alors, radical de nos modes de vie, de nos manières de produire, de nos manières d'échanger. Mais vraiment très, 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 très profond. Et ça devrait nous amener à retrouver des domaines de distinction différents. Or, je vois que cette idée progresse un peu, de même que progresse très largement l'idée, enfin, qu'on reconnaît enfin, et je vous renvoie au rapport produit par l'Agence européenne pour l'environnement, publié le 11 janvier de cette année, où enfin on désigne le problème. Hein, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est le volume de nos économies, c'est-à-dire la masse d'objets et les infrastructures, la masse de services, les services qu'on produit. Et là, j'ai lu récemment le livre de Christina Figueras, l'ancienne secrétaire exécutive de la Convention cadre. Bah, en gros, elle dit ça aussi. Enfin, dans l'expertise internationale, si vous voulez. Je ne dis pas internationale parce que ça fait des lustres qu'on dit ça, mais dans l'expertise officielle. Enfin, l'expertise officielle sort de son rêve et raccroche l'expertise tout court et nous dit enfin ce qu'on sait depuis des décennies. Donc ça, c'est merveilleux. Et encore une fois, pour moi, la seule notion qui puisse faire face à ces nouveaux communs, parce que ce n'est pas des communs à la Brundtland, hein, si on regarde le climat ou si on regarde la richesse du vivant, non, d'une part, ce ne sont pas des biens qu'on peut s'approprier. Qui va s'approprier la richesse du vivant? En plus, elle est en partie abstraite. Le climat, on ne se l'approprie pas. On peut bénéficier de la météo par endroit, mais on ne s'approprie pas le climat. Mais ce sont comment dire, ces communs de nature tout à fait nouvelle, eh bien, sont en quelque sorte analogues à l'humanité telle qu'elle était définie. Si ce n'est que l'humanité elle-même relève de la totalité du vivant, relève du vivant en tant que tel, et n'en est qu'un élément. Mais évidemment, on a là une entité dont, en principe, la puissance devrait permettre de limiter les dérapages que l'on a construits au nom d'une absolutisation de la figure de l'individu qui aujourd'hui nous amène collectivement à notre ruine. Voilà, merci pour votre... Je voudrais revenir sur deux choses que vous venez de dire. La première, c'est que l'OMS sortant de Chine dit il n'y a rien à voir avec le laboratoire. Ils arrivent, alors je pense que c'est à New York, ils disent ça ne peut pas être exclu. Et ce soir, il y a un grand papier dans Le Monde pour dire que la Chine est accusée d'avoir planqué les informations à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, moi, je pense qu'on est dans quelque chose de crescendo. On commence par vous dire qu'il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Puis ensuite, il y a peut-être quelque chose à voir, mais c'est peu probable. J'attends la suite de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur ce que tu viens de dire, Corinne, je renvoie à ce qu'avait dit Bettina dans son intervention tout à l'heure en renvoyant à 14 de la DDH, je crois que c'est 14 de la DDH. Je parle de mémoire sur la gestion du progrès technologique. On a un vrai sujet avec ça. Est-ce que, franchement, on peut se permettre des manipulations de cet ordre-là? Très franchement, on peut quand même en douter. Je ne vois pas où est le progrès humain
pour l'humanité dans cela. Alors on peut dire oui, mais c'est pour fabriquer des vaccins qui vont être plus efficaces ou je ne sais pas quoi. Bah, c'est possible, mais enfin en attendant, ce n'est pas le résultat qu'on a obtenu. Mais là, on tombe sur d'autres sujets qui sont des sujets du domaine de la gouvernance planétaire, et là, on n'est pas arrivé, on n'est pas rendu. D'ici de faire en sorte que les pays soient raisonnables, c'est un rêve, c'est complètement impensable aujourd'hui. Alors, je voudrais vous poser, à moins qu'il y ait d'autres questions, je voudrais vous poser une question collective. Je regarde s'il y a des questions. Non. De tout ce que vous avez dit là, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce texte pour montrer, sous une forme ou sous une autre, la portée pratique des capacités d'avoir aujourd'hui pour changer précisément le logiciel et pour nous aider à sortir de cette phase numéro 2 de l'Anthropocène que tu as décrit, Dominique, qui est intéressante, une idée nouvelle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut, à partir de ce texte, comment est-ce qu'on peut le tirer pour justement essayer d'obtenir des évolutions? Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des idées là-dessus? Il y a déjà ce principe d'irréversibilité dans la manière de travailler, dans ce qu'on produit. Quand il y a des pratiques qui exposent à des risques majeurs et incontrôlables ou difficilement contrôlables, il faut considérer que il faut faire une grève des produits, comme disait Günther Anders, ou considérer que c'est une limite, parce qu'on expose l'humanité, on hypothèque tout. Ça, c'est quand même, et ça, c'est quand même au cœur quand même de cette déclaration, notamment ce chapitre sur les biotechnologies, mais il faut l'étendre aux manières de travailler, parce que donc la question de l'irréversibilité, la question des risques irréversibles, quand on met en danger, qu'on expose à des risques inconsidérés au niveau sanitaire les générations futures, mais aussi les autres et l'humanité, alors il faut considérer qu'il ne faut pas y aller, au lieu de dire que tout ce qui est techniquement possible doit être fait. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est techniquement possible doit être fait, parce qu'en plus, il y a une compétition. C'est que les techniques, moi, ce que j'avais dit d'ailleurs dans le chapitre de mon livre, Les Lumières à l'âge du vivant, c'est que dans le schème de la domination, où finalement tout est transformé en guerre, en compétition constante, eh bien les techniques deviennent des armes. Et aujourd'hui, elles sont telles, et aujourd'hui, il y a une telle possibilité de manipuler le vivant que, évidemment, on peut vraiment aller provoquer l'extinction. Donc du coup, il faut trouver des limites, mais évidemment, on ne va pas s'opposer à la créativité et à l'ingéniosité humaine, ce qui serait contraire au progrès, mais en penser le sens du progrès, et donc c'est préserver la liberté humaine, la justice, l'équité et le monde commun. Moi, ce que j'appelle le monde commun, c'est générations passées, présentes, futures, patrimoine naturel et culturel, et ça, c'est quand même quelque chose. Ça permet de tracer quand même une ligne entre ce qui est légitime et ce qu'il ne faut pas faire. En fait, d'une certaine manière, je crois qu'on peut davantage dire ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Et ben, l'irréversibilité, elle s'évalue quand justement, par exemple, il y avait vraiment un article dans Le Monde sur le fait que dans certains laboratoires qui s'appellent P4, on manipule les virus pour les rendre dangereux pour l'homme afin d'étudier ce que ça fait dans l'espoir de trouver des techniques, des thérapies, mais en se disant il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de contrôle, ça ne va pas échapper. Donc c'est une présomption humaine, une arrogance qui fait qu'on pense qu'on va contrôler ça. C'est comme le nucléaire, hein, évidemment, on contrôle tout. Donc l'irréversibilité, c'est par exemple des déchets, Fukushima, il faut lire Supplication, ce livre magnifique sur Fukushima, les conséquences aujourd'hui encore, sanitaires et autres. Donc l'irréversibilité, c'est quand on ne contrôle pas les effets de ce qu'on fait et que ça entraîne des choses à répétition qui dégradent de plus en plus tout. Donc les choses